Ce sont des personnages au destin hors du commun, des charmeuses, des charmeurs, sans scrupules ni aucune empathie. Notre invité s'est penché sur les histoires d'escrocs les plus spectaculaires, les rois et les reines de l'arnaque. Bonsoir Christian Chavagneux. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste pour le magazine Alternatives économiques et vous venez de sortir ce livre passionnant, Les plus belles histoires de l'escroquerie, sous-titré Du collier de la reine à l'affaire Madoff. C'est aux éditions du Seuil. Alors, on traverse les siècles, on y croise une myriade de personnages anonymes ou beaucoup plus puissants. Pourquoi est-ce que les escrocs, ça fascine toujours autant? C'est le syndrome Arsène Lupin? Oui, ils sont des voleurs complètement intelligents. Vous savez, on dit que ce sont les aristocrates de la criminalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous volent pas votre argent, c'est vous-même qui l'apportez avec un grand sourire. Et puis aussi, il y a un côté très subversif. Pourquoi? Parce que ces escrocs, ils s'attaquent toujours aux riches et aux puissants. Et d'avoir ces petites personnes qu'on ne connaît pas, qui sont souvent issues du ruisseau, qui arrivent à voler les riches et les puissants, ça fascine toujours et ça nous intéresse. Alors justement, vous évoquez une douzaine d'histoires, les plus folles les unes que les autres. Est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces escrocs, une sorte de, je sais pas, de profil type? Oui, là, ce sont les psychologues qui nous aident et il semblerait que tous, en tout cas moi, la douzaine que j'ai couvert, sont tous des pervers narcissiques. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui ont une fêlure dans l'enfance, un manque de reconnaissance de la part de leurs parents. Et ils sont obligés de surcompenser, de se survaloriser pour exister et ils le font avec un instinct de prédation extrêmement fort. Il faut absolument qu'ils vous dominent et qu'ils vous prennent tout ce que vous avez. Et ça, c'est vraiment la caractéristique type de tous ces escrocs. Alors justement, ils s'attaquent à qui principalement, ces escrocs? Ils s'attaquent aux riches, ils s'attaquent aux puissants. C'est un peu le syndrome Robin des Bois, finalement? Oui, tout à fait. Sauf qu'au lieu de redistribuer aux pauvres, ils le redistribuent dans leur poche, généralement. C'est ça. Donc, ils ne le reversent pas. C'est des Robins des Bois pour eux-mêmes. Mais oui, c'est ça qui fascine, c'est que tout ce qui est une institution un peu forte, tout ce qui représente du pouvoir, les intéresse parce qu'ils veulent s'approprier ce pouvoir qu'ils n'ont pas eu dans leur jeune temps. Vous donnez finalement une de leurs principales forces, qui est d'arriver à entrer dans la tête des gens, en citant notamment Christophe Rocancourt, lui-même, l'escroc des stars, qui a berné tout Hollywood pendant des années. Il a cette phrase: l'escroquerie est un braquage du cerveau. Oui, ce sont des braqueurs de cerveau, ce sont des gens, pour les plus anciens, ça s'appelleront Mission Impossible, vous savez, cette série qui passait à la télévision, où on construit une sorte de décor, les gens vous avouent des choses, et puis en fait, dès qu'ils ont avoué, tout le décor tombe, et en fait, tout était faux. Eh bien, c'est ça, les braqueurs de cerveau. Ils arrivent à rentrer dans votre tête, ils arrivent à vous proposer tout ce que vous voulez, à vous dire ce que vous voulez entendre, et une fois que vous avez apporté l'argent, tout s'écroule et vous êtes berné. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se laisse duper aussi facilement? On aime bien se faire raconter des histoires. Déjà, regardez la Bible. La Bible, ce n'est pas un traité religieux, c'est plein de petites histoires, des paraboles. Donc, on aime bien. On a aussi un biais de confirmation qui fait qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui vont dire aux puissants riches: attention là, ce gars-là, cette fille-là, attention, c'est peut-être un peu risqué. Mais nous, on retient comme information ce qui nous intéresse, nous. Et puis pour les riches, il y a des études psychologiques vraiment très intéressantes. Pourquoi? Parce que ça montre que les riches ont une morale un petit peu plus élastique que les gens en général. Je vous donne un exemple. Oui. Il y a des psys qui ont fait un test en disant: vous allez jeter 2 fois un dé, d'accord? 3 fois un dé. Donc, 3 fois 6, 18, au maximum, vous pouvez faire 18. Sauf que le dé est truqué, vous pouvez faire que 12. Ils ont classé les gens en fonction de leur niveau de revenu et qui revient en disant: moi j'ai fait 17, 18, les plus riches, les plus fortunés. Vous voyez, ils ont un rapport à la morale un petit peu plus élastique que nous. Alors justement, un exemple de crédulité absolue d'une de ces victimes d'escrocs, c'est l'affaire du collier de la reine. On est au XVIIIe siècle. Oui. Un cardinal veut offrir un bijou à Marie-Antoinette. En gros, vous allez nous dire qui c'est. Il va se faire rouler dans la farine. Vous dites carrément, il a tout gobé, l'hameçon, la ligne et la canne à pêche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout à fait. Le cardinal de Rohan, c'est le premier cardinal de France et il se rêve un destin à la Richelieu. Il veut devenir Premier ministre. Sauf qu'il a un obstacle fort. Marie-Antoinette, la reine de France, le déteste pour plein de raisons que j'explique dans le livre. Et là, vous avez une jeune femme de 25-26 ans, entre parenthèses, qui est devenue la maîtresse du cardinal. Il n'est pas devenu religieux par goût pour la religion, c'est juste que ça rapporte beaucoup d'argent. Il est d'une bonne famille, ça lui rapporte beaucoup d'argent. C'est sa maîtresse, lui dit: tu sais, je connais bien Marie-Antoinette, en fait. Si tu veux, je peux un petit peu parler pour toi. Elle dit: je veux bien. Elle lui amène des lettres. En fait, les lettres sont écrites par son amant, parce qu'elle vit à Troyes aussi, une femme un peu libérée au XVIIIe siècle. Elle lui amène des lettres en disant: Monsieur le cardinal, vous savez, on s'est beaucoup peu affronté, mais en fait, je vous aime bien. Et puis là, magnifique du magnifique, elle prend une prostituée qui ressemble à Marie-Antoinette, et en bas du château de Versailles, dans les jardins, il est persuadé, le cardinal, qu'il a baisé la main de la reine. Et alors là, il devient complètement fou. La jeune femme lui dit: tu sais,
On sait que Marie-Antoinette adore les bijoux. Si tu pouvais lui acheter ce grand bijou dont elle rêve, il achète le bijou. Le bijou est volé, dépecé. Que la reine ne verra jamais. Que la reine ne verra absolument jamais. Alors, tout le monde ne peut pas s'improviser escroc, parce qu'on voit bien quand même qu'il faut faire montre d'une grande imagination. Est-ce qu'il y a des techniques, des stratagèmes qui reviennent à chaque fois? Oui, il y a des stratégies qui reviennent, ce sont les stratégies du marketing général, mais poussées à l'extrême par ces gens-là. Il y a, par exemple, l'empathie. Ce sont des séducteurs. Vous êtes absolument séduit. Ouais. Ils vous valorisent et donc vous êtes très content d'être avec eux. Il y a, par exemple, aussi la constance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le biais de confirmation. Une fois que vous avez mis la main, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter. Si on veut être logique avec soi-même, une fois qu'on a mis la main, on met le bras, on continue. Il y a plein de choses. La rareté, par exemple, c'est la bonne occasion. Vous voulez, j'ai 30% de réduction, il m'en reste plus que 2. Si vous attendez un peu, il faut y aller tout de suite. Demain, il n'y en aura plus. Voilà, il y a plein de techniques comme ça. Bon, il y a un immense filou, vous le définissez un peu comme le plus grand escroc parmi tous les escrocs. C'est un certain Victor Lustig. Alors lui, c'est quasiment de l'art. Il aurait réussi à vendre la Tour Eiffel? Oui, alors si vous tapez Victor Lustig sur Internet, vous voyez tout de suite, 99% des sites vous disent il a réussi à vendre la Tour Eiffel, on est au milieu des années 20. Sauf qu'il se dit, voilà, moi je suis le fils d'un grand marchand qui était le maire de ma ville, et puis je suis en contact avec le maire de cette ville qui dirige le petit musée local, il recherche les personnages qui ont marqué la ville. Lustig à la mairie, dans les écoles, à l'église. Pas de Victor Lustig. Est-ce qu'il a vraiment existé? Comment s'appelait-il vraiment? Je regarde parce qu'on a à la Bibliothèque nationale, on a tous les journaux de l'époque. Je regarde, est-ce que la mairie de Paris, parce que Lustig a dit ça, la mairie de Paris, on avait marre d'avoir cette tour Eiffel qui rouille de partout, ça coûte trop cher. Et donc, elle va le vendre. Et il a réussi à trouver des ferrailleurs. Il donne le nom du ferrailleur qui s'est fait avoir. Je cherche tous les bottins de ferrailleurs, toutes les petites... Pas de nom. Là, je tombe sur un livre de sa fille, en fait, qui a laissé au début des années 2010 un témoignage. Elle donne un autre nom. Je repars à la quête. Toujours pas de nom. En fait, on ne trouve pas le ferrailleur qui aurait acheté à Victor Lustig la Tour Eiffel. L'a-t-il vendu? L'a-t-il pas vendu? S'il ne l'a pas vendu, il est resté dans l'histoire pour avoir fait une escroquerie qu'il n'a pas réussi. Là, ce serait le plus grand de tous les escrocs. Alors, votre livre est passionnant parce qu'à travers l'histoire des escroqueries dont vous parlez, vous décrivez aussi celle du capitalisme, finalement. Vous dites on a les escrocs des structures économiques de l'époque. Oui, tout à fait. À chaque fois, je me suis aperçu que si vous ne voulez pas simplement raconter, mais expliquer l'escroquerie, alors vous tombez sur le fait que c'est vraiment le reflet dont l'économie, la façon dont l'économie fonctionne à l'époque. Et du coup, à l'envers, avec mes escrocs, j'incarne une histoire du capitalisme du 18e à nos jours. À quoi ressemblent les escrocs 2020? Parce que là, on parlait d'Arsène Lupin en début d'émission, mais alors l'escroc d'aujourd'hui? Par exemple, vous avez Elizabeth Holmes, dont le procès va se tenir en août de cette année. C'est l'escroc à la Startup Nation. Une américaine? Une américaine qui dit, vous savez, moi, depuis que je suis toute petite, les piqûres, ça me fait peur. Donc, elle a inventé un tout petit machin. Prenez une petite goutte de sang, vous la mettez dans un boîtier, dans un ordinateur. Elle vous fait une analyse de sang absolument incroyable avec une petite goutte. Normalement, c'est pas possible. Innovation géniale, start-up géniale. Elle arrive à récupérer $1 milliard. Rien ne fonctionne. Tout est faux, l'appareil ne fonctionne pas, elle utilise d'autres appareils de concurrents, etc. Elle a réussi à avoir tout le monde $1 milliard. Bon, il reste encore des arnaques à inventer ou tout a été tenté? Tant que l'économie évolue, comme les arnaques sont le reflet de l'économie, il y aura toujours des arnaques à inventer. Bon, merci à vous, Christian Chavagneux. Peut-être un prochain livre, alors un tome 2 pour les prochaines arnaques à venir. Je rappelle le titre de ce livre, justement, Les plus belles histoires de l'escroquerie, du collier de la reine à l'affaire Madoff. C'est aux éditions du Seuil. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.